voulais aussi élaborer un petit peu sur, vous l'avez mentionné un peu tous les trois brièvement, mais sur cette espèce de loi d'omerta, là, cette espèce de loi du silence à l'intérieur des corps policiers, où il y a ce que vous semblez décrire comme une culture de solidarité de gang, comme tu disais Marcel. Je ne sais pas si vous pouvez élaborer là-dessus, s'il y a des exemples qui vous viennent à l'esprit, encore une fois, soit pendant votre entraînement ou pendant votre pratique au sein des différents corps policiers, de choses que vous avez vues qui reflètent un peu cette culture-là de solidarité de gang et de loi du silence. Well, I never worked in the police, so I never had to experience that, this code of silence, but I know it definitely exists, and what I coin the police often, I compare them to a mafia, because I do think it's that kind of intensity when it comes to remaining silent about things. Like, I'm sure there's a lot of police officers out there who are with a partner that's doing all kinds of stuff that they don't agree with when they go back home, but I do think that the code is so strong, especially with the police union. The police union, I think, is really at the forefront of that, to sort of reinforce that in the police force in general, everybody that works there, that you stick together regardless. So no matter what happens, even if as a person, individual, on my own, I don't agree with what I see, as a police officer, they're not going to come out and say it because they have to defend their own, you know? So that's why this argument of, oh, he's just a bad apple. No, they're all bad apples, because if it's that bad, you should stand up and say, you know, he does that, I ain't about that, you know? And none of them do that. That's the problem, that's why it's so systemic, because let's say, especially in terms of deaths, which I mean, if I killed someone, even if it was accidental, I'd feel bad about it, and I would want to do something about it. And I'd say, you know what, you know? So that front right away where you defend and you make up, and I do think it's not penetrable. I think they're always going to be that way. And like Marcel said, if you are going to go against it, you better watch it, because when you get that call, no one's backing you up, you know? And you always have that with you. That's what I'm saying, is like, they can turn against you and it could cost you your life, you know? So I think it's really, really strong and hard to penetrate, and it has to be viewed that way. It's like a mafia, you know, code of silence regardless. Bon, enfin, je peux donner un exemple. Une fois, j'étais effectivement sur une ligne de piquetage étudiante à l'Université du Québec, et puis il y a un motard, finalement, qui est arrivé avec son sidecar, et puis il a foncé, finalement, dans la ligne de piquetage et a frappé plusieurs étudiants. Et moi, je ne suis pas intervenu. Et donc, bon, il y en avait d'autres aussi avec moi qui ne sont pas intervenus. Et tout de suite après, finalement, bon, il y en a d'autres qui sont venus nous remplacer, puis on a tous été ramenés aux polices. Et là, on a eu un grand speech par les officiers. Et le speech disait qu'on avait l'obligation, effectivement, d'aller défendre notre collègue, même si, effectivement, il avait fait quelque chose qui était complètement en dehors de la traque. Et donc, on voulait nous rappeler, puis donc évidemment, on a eu des blâmes, finalement, justement parce que on avait, en fait, moi, j'avais pas bougé. Et donc, dans ce sens-là, je pense que c'est un exemple de comment, effectivement, il y a un modus vivendi à l'intérieur, une façon de travailler qui fait qu'il faut qu'on maintienne cette espèce de solidarité policière, même s'il arrive n'importe quoi autour. Oui. Comme Gabi disait, justement, il y a cette mentalité très mafieuse qui est dans la force policière. On a juste pensé à la fraternité de la police de Montréal qui a essayé de passer une loi qui disait que si un collègue policier voyait un autre policier commettre une infraction, il ne serait pas obligé d'aller témoigner. Donc, cette loi-là a été essayée de passer, mais vu la ferveur publique, ils l'ont rétractée. Donc, mais c'est juste pour dire le mode de pensée qu'ils ont. Donc, ils ne se voient pas comme des citoyens. Parce que si tu penses que, regarde, un policier qui voit un autre crime d'un autre policier qui n'aille pas témoigner, à ce moment-là, qu'est-ce que tu es en train de dire à ta population? Donc, tu vois que c'est 2 poids, 2 mesures, ils agissent complètement différemment. Puis, c'est vraiment une mentalité, si tu vois un crime qui est commis par un autre policier, ben, si tu parles, ben, c'est toi, là, tu vas être mis de côté, tu vas être tassé, puis tu vas être tout seul dans ton monde, puis c'est pas quelque chose qui est facilement... facile à gérer quand tu es dans ce milieu-là, parce que ton milieu, ben, c'est vraiment ça. Donc, c'est comme a dit Gabi, moi, je pense pas que tous les policiers sont mauvais, mais je pense que, comme le cas de Villanueva, je pense pas que l'agent pilote, c'était une mauvaise policière. Puis je pense que c'est elle qui avait fait l'intervention. Il y a beaucoup de choses qui auraient changé. Mais elle a quand même suivi l'agent Lapointe,
Puis, elle n'a pas essayé d'interférer dans son action. Et le fait qu'elle a accepté les actions qu'elle a fait, ben, elle en fait partie de du crime qui a été commis aussi. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que des fois, tu t'attends pas à ce que ton partenaire fait telle action, mais toi, tu le laisses faire aussi, fait que tu deviens cette personne-là. Donc, même si à la base, je pense pas que c'était quelqu'un de forcément mauvais, mais vu le geste, vu que t'as pas réagi, vu que t'as été surpris ou peu importe, ben, t'as acquiescé à ce qui s'est passé.